Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est là pour voir la partie Exchange Subscription Édition pour faire un overview de ceux qui ne connaissent pas du tout la partie Exchange. Et finalement, après tout ce qu'on verra, bah, vous serez capable de manager le système de messagerie, que ce soit le on-premise ou le cloud de Microsoft Exchange Online. Alors, la différence sur la subscription édition, nous, on est on-premise, c'est nous qui gérons les créations de comptes, les créations de boîtes mail et tout ça. Et sur la partie online, c'est à partir du moment où on lui met une licence, la boîte mail va se générer tout seul. Alors, juste pour info, on va aller serveurs. Je vais vous expliquer en 2 secondes. Ici, on a notre boîte aux lettres. On aurait pu avoir un deuxième. Et ici, on aurait imaginé que c'est un load balancer, en fait. Ici, ça, c'est votre DAG. Hop. Alors, vous avez une IP ici, une IP 1 ici et une IP 2 ici. À partir de là, techniquement, on pourrait dire mail.lia.local. Les gens, les users, ils arriveraient ici directement quand ils font mail et après, on a le load balancer qui renvoie vers les deux mailbox en redondance. D'accord? Nous, sur notre plateforme de test, on va affecter juste un serveur Exchange et on va l'appeler directement mail.lia.local et l'utilisateur va se connecter directement comme ça sur la partie mailbox. Maintenant qu'on a designé l'architecture, on va commencer par, vous voyez ici, ça c'est mon serveur Exchange avec tous les services Exchange. On fait un PowerShell get service, un display name étoile Exchange. Donc là, on a tous les services qui sont running et la partie stopid avec le pop et l'IMAP normalement que j'ai arrêté parce que ça, c'est des vieux protocoles. Voilà. Donc le plus important, je pense que c'est là le transport. Le transport, ça sert à rediriger les mails. Il va à gauche, à droite, les mails, c'est le transport. On a aussi la partie information store. Il faudrait que je retrouve Exchange étoile Information Store. MS Exchange Information Store, ça c'est la gestion des boîtes aux lettres. La partie réplication et d'autres boîtes. Alors, la première chose à faire que j'ai faite, je suis parti sur mon DNS et je viens de rajouter, je vais l'effacer, je vais le faire avec vous. Donc ici, je vais rajouter un alias. Ici, je vais rajouter un alias, nouveau CNM. Je vais l'appeler mail et je vais le rediriger sur le serveur guide, SV guide. Voilà, là je viens de faire un mail qui est redirigé vers srvguide.lia.local. Ça veut dire que demain, mon serveur Exchange, je le réinstalle et je le fais s'appeler totoguide.lia.local. J'ai juste à rediriger cet alias vers ce nouveau serveur-là. Et comme ça, si les applications avaient pointé l'alias, c'est facile. Moi, je change de serveur. Les applications n'ont pas besoin de changer leurs paramètres. D'accord. Là, on revient sur maintenant, on va aller se connecter au serveur Exchange. On livre cette partie-là. Alors, j'étais un peu vite. mail.lia.local, ça c'est l'alias qu'on a, plus ECP. ECP, c'est Centre d'administration Exchange. Exchange Administration Center, si on le prend en anglais à l'envers. Donc là, je mets mon LL qui est admin d'Exchange. Donc voilà, là, on arrive sur notre partie d'administration Exchange. On va faire un overview.
On va faire un utilisateur ici, test, nouvel utilisateur, test, nom d'affichage, test, unité d'organisation, là où on veut placer l'utilisateur. Là, je vais le mettre service. OK. Ici, le nom d'ouverture de session, le nouveau mot de passe qui doit répondre aux contraintes. Soleil 2025 moins étoile. Voilà, je vais mettre un mot de passe comme ça pour être sûr de passer. Voilà, option. Ici, on n'a qu'une banque de données. On va voir comment on va en pouvoir en créer d'autres. La database, archive database pour archiver les mails dans une nouvelle database. Pourquoi on fait ça? Si on a une database rapide pour les boîtes, on peut avoir une database d'archives qui est sur du disque moins cher. Donc ici, on va archiver sur du disque moins cher. Voilà. Mais là, il faut qu'on crée une deuxième banque avec la partie de disque. Et là, on n'a pas encore défini de stratégie. On peut définir une stratégie. On va aller voir ça tout à l'heure. Donc, il nous dit que l'UPN existe déjà. C'est très bien parce que donc l'objet test existe déjà. Donc, on va le changer test avec plein de T. Voilà. Donc, on a notre utilisateur qui peut se connecter. Là, le temps que l'utilisateur se crée, hein. Donc voilà, on a une partie utilisateur où on crée l'utilisateur. Quand on vient créer cet utilisateur, il vient forcément créer un utilisateur dans notre Active Directory avec cette UPN là, UPN test ttt@lia.local. Et on l'avait mis dans une OU, on va le rechercher ici, on va faire afficher l'OU. Donc ici, hop, voilà l'utilisateur test. Très important, la partie UPN qui est ici, UPN test @dia local, ça c'est l'UPN, d'accord? Et ça c'est le mail. Quand on se connecte à 365, c'est l'UPN qui fait foi. C'est ici, c'est pas forcément le mail. Si l'UPN égale le mail, effectivement, on peut dire on se connecte mail, mais c'est pas ça du tout. C'est la partie UPN qui est importante. User Principal Name, c'est ce champ-là. D'accord, ça c'est l'ancien champ vers Windows 2000. J'insiste beaucoup sur cette partie UPN. Alors, si on va le regarder là, il est dans quel objet affichage? On va faire affichage fonctionnalité avancée ici et on va rechercher test. Ici, test. Donc, cette partie UPN, objet, il est dans service, société service. Là, c'est les propriétés Active Directory, société service. Là, on a l'utilisateur test avec son CNAME. Et ici, on va avoir son UPN. Si on filtre afficher que les trucs, que les champs visibles, user principal name. Vous voyez, ça c'est l'UPN. C'est ce champ-là que Exchange il vient remplir ou l'AD vient remplir quand il crée un utilisateur. Ça, c'est l'un des champs qu'il faut connaître, UPN. UPN, ça c'est un champ qu'il faut connaître. Si on avait une deuxième société, ici j'ai deux sociétés, Toto, Titi, Tata. Donc ici dans la partie domaine et approbation, ici on peut rajouter différents boutons droit propriété sur domaine et approbation. Ici je vais mettre l'IA 2, je vais mettre l'IA 3. Ok, j'applique. Voilà. Et maintenant, quand je vais créer un nouveau utilisateur où je prends l'ancien, l'UPN, je peux prendre l'IA2, l'IA3, d'accord? Donc ici, je peux les faire connecter avec un autre type d'UPN avec ma deuxième ou ma troisième société. Voilà, c'est dans domaine et approbation. Donc super, on vient de voir la partie UPN. Tant qu'on y est dans ADS Edit, ça va être intéressant. On va récupérer l'utilisateur. Alors, hop.
société, service, test. Donc les champs, on peut les regarder. Donc on va les regarder un petit peu ensemble. Mais on va les regarder. On a ici le CNM, le display name, le given name, legacy exchange, ça c'est l'ancien méthode, le groupe exchange, l'IA, l'organisation, le mail, test@lia.local, le nickname, et on a encore une valeur qui est importante, c'est la partie proxy SMTP. Ok, ici c'est tous vos adresses mail proxy SMTP, celui que vous voyez ici. Alors on reprend les changes. Le proxy SMTP, c'est adresse de courrier. Ici. Là, ça répond à une stratégie. On regardera aussi ces paramètres de stratégie. Et ici, on peut en mettre un autre. Voilà. Et ici, j'ai ma deuxième adresse. J'enregistre. Si on a une stratégie par défaut, ça crée la première. Si on enlève ça, ça enlève la stratégie. Ok, on verra les stratégies un peu plus tard parce que là, on est là pour pouvoir un overview. Ok, donc là, je viens de mettre une deuxième adresse sur le test. Là, je viens de mettre une deuxième adresse de courrier sur le test. On va aller voir au niveau de notre AD, au niveau du proxy. Là, j'en ai un. Je vais le rafraîchir. Voilà, je vais le rappeler pour le rafraîchir. Et ça s'appelle proxy. Vous voyez, là, j'ai le deuxième. Donc, le champ proxy adresse, c'est tous les adresses mail qui sont stockées dans cette valeur. Allez, on va à la suite. Après les boîtes, donc on a toutes les fonctionnalités d'action sur les boîtes qui sont sur le côté. On peut désactiver ActiveSync, ça c'est la partie iPhone, iOS, Android. On peut désactiver OWA, la partie du webmail. Ici, on peut activer l'archive locale. Il faut une licence. On peut activer, mais il faut la boîte. On va créer une mailbox d'archives prochainement. La connectivité, Outlook sur le web, et on peut la déplacer vers une autre banque d'informations. Ça, c'est une migration. Si on veut migrer d'une banque d'informations qui était sur une baie vers une autre banque d'informations qui est sur une autre baie, c'est cette fonctionnalité-là qu'on va utiliser. Alors, groupe distribution, sécurité, dynamique, hein. Ça, c'est du standard. Donc, groupe, on met les membres, on peut envoyer au destinataire le groupe de distribution. Le groupe de sécurité permet de mettre des périmètres. Qui a le droit à quoi? Le groupe de distribution, j'ai plein de gens à l'intérieur, je leur envoie un mail, tout le monde reçoit. Le groupe de distribution dynamique, toutes les gens de la société A vont pouvoir recevoir selon les conditions. Ici, je vais ajouter le règle société égale l'IA. Tous les gens qui auront la société égale l'IA feront partie de ce groupe. Société l'IA, l'IAS, voilà. Donc là, pour l'instant, le groupe doit y avoir personne, le groupe dynamique. Si. Donc on envoie directement à ce groupe-là et les gens qui feront partie de la société recevront le mail. Donc l'adresse de courrier, c'est sociétélia@ia.local et ça renvoie à tous les gens de cette société-là. Ressources, ça c'est pour les salles de réunion. Souvent, on va interconnecter des pieuvres ou d'autres des salles, quoi. C'est de la gestion de salles ou la gestion d'équipements. Les vélos, un équipement à vélo. Contacts, ici on a les contacts externes.
C'est un peu comme les guests dans 365. Ah, adresse de courrier. Voilà. Et après, dans l'organisation, si on choisit pas, il va nous le mettre dans user par défaut dans hop. Voilà. Adresse de courrier, contact de courrier. Comme ça, il est dans notre carnet d'adresse en fait. Tous ces contacts-là se retrouvent dans notre carnet d'adresse. On pourra directement lui envoyer un mail. Et ici, on aura une fonction de si on n'en veut plus, on peut le masquer du carnet d'adresse pour éviter de le supprimer. Alors, boîte partagée, c'est intéressant. C'est comme si j'avais là, il faut vraiment utiliser la boîte partagée parce qu'une boîte utilisateur, c'est une licence, une boîte partagée, c'est pas de licence. Je partage une boîte communication, la IaaS communication, je le mets un peu n'importe où hein, sur ça. Et là, je mets les utilisateurs. Je mets les deux utilisateurs, ils ont accès à la boîte. Là, je peux choisir la base de données, mais j'en ai qu'une. L'archive, la stratégie, pareil. Je viens de créer une boîte communication où deux utilisateurs ont accès à cette boîte partagée. Quand vous connectez à Outlook, elle s'auto-monte directement. Et la migration, lorsqu'on fait des déplacements de database ou déplacements de données, ça nous permet d'avoir une vision de ce qui se passe. La partie autorisation, là, il y a beaucoup d'autorisations quand même. Mais le plus important, organisation, management, vous voyez qu'il y a tout. Il y a vraiment tout. Compliance sur la partie des logs, etc. Bon, on fera un tour parce qu'il y a il y en a trop. C'est des droits, peut-être qu'on n'a pas besoin de tout ça. Souvent, on est un, deux, ça va dépendre des entreprises. Donc, mais on peut définir un nouveau rôle tout seul. Avec les membres, le rôle et la portée d'écriture. Ça, faudra qu'on le regarde parce qu'on peut générer nous-mêmes la portée d'écriture. On peut peut-être dire uniquement tous les gens de cette société, uniquement que tous les développeurs, lui, il a accès à ça là. Donc c'est granulaire en fait la portée d'écriture. On va de façon plus granulaire. Là, on prend toute la société avec une portée d'écriture. On peut filtrer de façon granulaire la portée d'écriture. Voilà, avec le rôle et les membres qui vont contrôler. Rôle utilisateur, je ne sais pas. Donc là, faudra qu'on étudie parce que je n'utilise pas. Stratégie OWA. Par défaut, je laisse cette stratégie-là. Messagerie instantanée. On pourrait désactiver des stratégies qu'on ne veut pas. Exchange Active Sync, Contact Sync, journalisation, etc. Thème, expérience. OK. Donc ça, c'est pour la partie du webmail. Gestion de la conformité, e-discovery qui permet de retrouver tous les messages. Test. Donc on regardera. Ça, c'est un thème aussi. La partie audit, tout ça, ça, c'est un thème. Journal. L'organisation, ici, c'est important. Ici, c'est important que vous soyez dans 365 ou on-premise, c'est pareil. Ici, on va activer les partages. D'accord? Là, on a les compléments. Ça, c'est les compléments dans Outlook. Donc, si vous en voulez pas, tout de suite, on peut désactiver. Actualiser. Pourquoi il est activé, lui? Facultative, rendre disponible. J'en veux pas. Est-ce que je peux le supprimer? Non, c'est les trucs de Microsoft, on peut pas. Mais je peux les donner à personne. Là, vous voyez tout le monde. Là, je peux aller chercher un complément sur le store et le déployer à tout le monde. Là, je vais l'obtenir. Alors, là, ça marchera pas parce que j'ai pas d'interconnexion. Donc, on va revenir sur notre exchange. Mais l'idée est là, c'est d'aller chercher un complément
Et si c'est un complément en interne, il faudra la partie on-premise, trouver l'URL et pouvoir coller l'URL dans, alors, l'obtenir. Bon, je vais pas le faire parce que on trouve l'URL ici du complément, on colle l'URL et après il peut être déployé à X personnes. Liste d'adresses. Là, c'est par défaut, on aura la liste d'adresses de tous les utilisateurs pour la partie synchronisation. L'utilisateur, il va venir synchroniser la liste d'adresses globale, là où il y a tous vos utilisateurs, tous vos groupes dans Outlook. Comme ça, il n'a pas besoin d'aller vers le serveur Exchange pour avoir la liste d'adresses. On peut définir d'autres listes d'adresses avec des filtres directement. Ici, on peut filtrer tel utilisateur, telle règle, telle société. Ça donne d'autres listes d'adresses. La partie partage, je vais l'activer. Voilà, j'ai activé. Ici, j'ai une organisation qui veut partager le calendrier avec moi. C'est à ce niveau-là. Nom de l'organisation, toto.fr. Toto, activer le partage, le calendrier, tout ça. Tout se passe ici au niveau du partage de l'organisation pour partager deux calendriers. Même sur la partie 365, c'est pareil. Si on veut partager avec une autre organisation, c'est ici. Donc on va le laisser de côté. Voilà, on va le laisser de côté. Ah, il s'est réveillé, voilà, il a réussi, il l'a mis. Maintenant, les gens qui sont de Toto, ils peuvent regarder notre calendrier. Voilà, parce qu'on leur a partagé. Fédération, votre approbation est activée en attente. Donc maintenant, protection, ça c'est la partie anti-spam. Supprimer l'intégrité du message, up, notification, paramètres. Souvent, je n'utilise pas l'anti-spam parce que j'en ai un autre devant. On a un autre boîtier qui fait spam. Nous, on le laisse juste faire le rôle de mailbox. Flux de courrier. Voilà l'icône. Finalement, voilà l'onglet, l'un des plus importants de la partie Exchange. La partie destinataire qui est les boîtes et le flux de courrier qui est ici. Ça sera pareil dans la partie Exchange Online. On aura flux de courrier et on peut créer des règles. Imaginons que je crée des règles ici de transport. Subtoto. Alors, l'expéditeur est test, par exemple. Je vais dire l'expéditeur est test. Supprimer le message sans avertir la personne. Voilà. On peut faire des règles un peu comme ça, avec des priorités. Si on a deux contraintes qui sont identiques, on va utiliser la priorité 0. Donc si on en crée une autre règle, ça sera une priorité 1. Expéditeur et Toto test. Rejeter le message, supprimer, hop. On peut répondre automatiquement, etc. Donc là, c'est juste pour vous montrer la priorité. Vous voyez, là, j'ai une priorité 1 qui vient d'apparaître. Donc, je vais supprimer les règles, je vais les désactiver. J'en ai pas besoin. Donc voilà, ça, c'est des règles qui nous permettent de rediriger des mails qui arrivent. Hop, s'il y a quelqu'un qui nous spamme beaucoup, on peut peut-être dire, bah tiens, je vais l'envoyer dans une boîte ou je vais mettre une règle directement, ou j'envoie une règle qui va renvoyer vers une application. Il y a plusieurs types de règles. Ici, les rapports de remise, les domaines acceptés. Ça, c'est notre domaine LIA, local. Si j'ai lia.fr, innovlia.fr, c'est ici qu'on va le mettre. Faisant autorité, c'est à moi. Ça veut dire c'est le serveur Exchange qui va être responsable des mails à qui les utilisateurs envoient le mail. Imaginons que Toto test, il est sur notre serveur Exchange. Si j'envoie au domaine Innovlia qui fait autorité, il va chercher la banque d'informations dans la partie Exchange. Maintenant, si
c'est un relais, bah, il va essayer de relayer en interne vers un autre serveur. Et si c'est un externe, bah, il va relayer vers dehors. Stratégie de courrier, d'accord, c'est ce qu'on a vu quand on a créé la boîte aux lettres par défaut, c'est celle-là. Donc le format de courrier, c'est SMTP, tac. On pourrait choisir différentes stratégies. On pourrait mettre une autre policy, nouveau policy. IA, format de courrier. Pour l'IA local, ok, ou pour InnoveDIA ou pour domaine, pour l'IA local, je veux par exemple John Smith, John.Smith. Donc à chaque fois qu'on va créer des adresses avec l'IA local, ça sera le prénom, point le nom, arrobase celui-là. Sinon, celui-là, c'est que le login. Il ne faudra pas oublier de l'activer. Donc voilà, donc cette stratégie, on peut en mettre plusieurs. Plus d'options personnalisées. Ici, on peut rentrer un type personnalisé avec initial du prénom, nom, etc. Ici, c'est donc là, on a plus de détails pour faire le formatage. Initial intermédiaire. Vous voyez, initial intermédiaire, prénom, alias. Utiliser les X premières lettres du nom, par exemple. Donc avec ça, on peut combiner tout ça pour finalement avoir initial du prénom, point nom, etc. Donc voilà, si on ne sait pas faire, on demande à ChatGPT la stratégie qu'on doit mettre. Connecteur de réception, c'est par où passent les mails. Donc sur ce serveur-là, on a le front, on a le default, le hub transport, l'Outlook proxy. Bon, on verra ça plus tard. Les connecteurs d'envoi. Donc là, si je veux envoyer les connecteurs, on fera une séance des connecteurs et tout ça. Là, on est plutôt en overview. Donc ça c'est important. Donc les règles pour décider qu'est-ce qu'on fait. On a les rapports de remise, on a les domaines qui sont acceptés, ça c'est important. Les stratégies, ça on le paramètre une fois, on l'oublie. Connecteur de réception et d'envoi, ça c'est important. Pour voir vers où arrive le mail et vers où repart le mail. L'envoi, on envoie du mail et de la réception, on reçoit le mail. La partie mobile, ici, à chaque fois qu'un device va se connecter en ActiveSync, il va d'abord passer en quarantaine. On aura la possibilité de l'autoriser ou le bloquer. Autoriser, bloquer, créer une règle, et voilà. Hop, exiger un mot de passe. On définit la stratégie par défaut. Il s'agit d'une stratégie, exiger les mots de passe, longueur minimum, etc. pour la partie ActiveSync. Dossier public, bah ça j'utilise plus donc. Et le serveur, ici si on avait plusieurs serveurs, ils arriveraient là et c'est là qu'on pourrait jouer sur la partie DAG et tout ça. Tout ce qui est serveur, c'est la partie infrastructure. Base de données, ici on va pouvoir, là on a une base de données qui est à ce niveau-là. Ici on pourra rajouter une deuxième base. On prend le serveur BDD2, on monte cette base, voilà. Donc là je le crée juste. Souvent on va le déporter sur un autre disque, hein. Là j'ai qu'un disque. Donc il nous dit on doit le redémarrer le serveur information store. Vous voyez celui qui s'occupe de la base de données. Mais même sans ça, ça fonctionne. Donc, mais bon, quand j'en rajoute une, je redémarre toujours parce qu'il me l'a dit, hein. Donc avant il m'a dit redémarre, moi je redémarre. Donc je mets pas de boîte aux lettres avant d'avoir redémarré le serveur. Sinon, il y a peut-être des impacts, des effets de bord qu'on ne voit pas. Donc voilà, si vous avez plusieurs serveurs qui sont en cluster, ici ça sera à ce niveau-là actif sur ce serveur. Serveur actif, virgule, le serveur en cluster. Donc ça, c'est les différentes databases. On peut ne pas utiliser la database par défaut et ainsi de suite créer X databases. Pourquoi on sépare de databases? Parce que c'est
Si la taille elle est trop grosse, on peut plus la maîtriser. D'accord? Une restore de cette database va prendre énormément de temps. Donc vous pouvez quasiment plus restaurer. Vous avez intérêt à avoir un cluster. Groupe de disponibilité. Donc ça, c'est le DAG. C'est là qu'on va créer avec un nouveau serveur. Le serveur témoin. D'accord. Si on a deux serveurs, il ne sait pas c'est lequel qui va être up en fait. S'il y en a un des deux qui tombe, celui qui reste vivant, il ne sait pas si il est up ou pas. Si c'est lui qui est tombé ou si c'est son poteau. Donc c'est pour ça qu'on a un témoin. On a un jeu de trois. Donc un serveur témoin, deux serveurs de messagerie. Donc ça permet justement de tout le temps avoir la majorité. Un serveur plus un serveur témoin, ça fait une majorité. Deux serveurs échange, ça fait une majorité. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir deux nœuds plus un témoin. En anglais, c'est le witness. D'accord? Donc peut-être qu'on fera le DAG. C'est vraiment fun le DAG. C'est vraiment, mais c'est vraiment bien. Le cluster permet finalement en journée d'intervenir. On fait une bascule des utilisateurs sur une banque d'informations. La bascule, on va aller la voir. Là, c'est sur le serveur Exchange, Programme File, Microsoft, Exchange V15, Script. Ça s'appelle Start DAG Server Maintenance. Avec ce truc-là, ok, je vais aller. Et là, quand on lance ce truc-là, donc on donne le serveur name. Là, il n'y a pas de serveur dans un DAG. Quand on lance cette commande-là, on met le serveur qu'on veut passer en DAG, bah, il bascule tous les utilisateurs il s'arrête et bascule les boîtes dans une autre database vers un autre serveur, ce qui le rend en maintenance. On fait l'upgrade, on le rallume et on rebascule les utilisateurs de l'autre côté. Donc ça, c'est génial pour faire de les maintenances en journée, la partie des DAG. C'est pour ça qu'on l'a mis en place, comme ça on est tranquille, on n'a plus besoin d'intervenir la nuit pour maintenir des serveurs de messagerie. Et même aujourd'hui, on a deux séquences, d'accord? On a une première séquence où le premier serveur, il se met à jour, par exemple, jeudi soir, hein, et le deuxième, il se met à jour le dimanche soir. Comme ça, s'il y a un problème de mise à jour, on le détecte et on peut corriger jeudi ou vendredi. Donc voilà cette partie de disponibilité. Répertoire virtuel, ça c'est la partie 2IS, tout ce qui est 2IS. Alors, on va voir les éléments importants. L'autodiscover, d'accord? Cette partie-là, autodiscover, elle est importante. Quand on parle d'autodiscover, ça nous permet finalement de trouver où est le serveur exchange, où est les paramètres autodiscover. C'est comme ça que quand vous rentrez votre mail 365 dans votre API Outlook, c'est autodiscover qui est publié dans le DNS qui va lui dire bah tiens, ton serveur exchange il est là, ton serveur exchange il est là. Sans autodiscover, bah vous pouvez pas trouver votre serveur exchange. Et c'est pour ça, bah, je le rappelle encore. Alors, tests, voilà. Dans la partie des tests Microsoft Connectivity, dans la partie Exchange, on a la partie ActiveSync Propriety. Est-ce qu'on a l'Autodiscover? Auto. Alors, test. Donc, dans la connectivité Outlook, il y a l'Autodiscover. D'accord? Ici ou ici, on teste l'Autodiscover en même temps dans ces scénarios. Donc, c'est pour ça, Autodis. C'est pour ça qu'il vous montre soit là, vous pouvez tester l'Autodiscover. Le CP, c'est ici, le CP. Donc, c'est l'administration Exchange. EWS, c'est surtout le calendrier de l'extérieur. La partie interconnexion avec 365 MRS. Tout ça, c'est le proxy pour communiquer avec 365. Donc ça, faudra l'activer. Si on veut communiquer avec 365, il l'activera tout seul.
Le MAPI est une vieille technologie. Aujourd'hui, je suis pas sûr qu'on s'en serve encore. Parce que dans Outlook, quand on appuie bouton droit contrôle, on a status, on peut voir que les communications sont en HTTP. À vérifier si on l'utilise encore. La partie ActiveSync, l'ActiveSync, c'est tout ce qui est mobile et tout ça, iOS. OAP, c'est la partie carnet d'adresse offline. OAB, Offline Address Book. Si vous n'avez pas ce service actif, bah, les Outlook, ils n'auront pas la partie carnet d'adresse offline. OWA, la partie web, et là, la partie PowerShell. Quasiment, je la désactiverai, ça. Pourquoi ils m'ont... Ok, je crois qu'elle marche pas, celle-là. Authentification, ils ont tout décoché. Donc, je suis pas sûr que on ait quelque chose qui fonctionne. Alors, les répertoires web ici, c'est au niveau de 2IS. Donc, c'est piloté IIS. Sur le serveur Exchange, là, on est sur le serveur Exchange. Vous voyez toute la partie background ici. EWS, etc. Voilà. Bon, on fera un cours 2IS aussi. Ça, c'est dans la roadmap, la partie 2IS. Voilà. Donc les MAPI, les auto-discover, le back-end, et donc ça c'est forcément le front-end avec le PowerShell. Faudrait que je valide avec ChatGPT si je dois, avec l'IA si je peux supprimer ce type de. La partie des certificats, lorsque là on est en certificat auto-signé. Ah, on a des backups Vim maintenant? Ok. Je ne sais pas pourquoi il nous affiche les certificats Vim. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. J'avais Vim, il m'a mis les certificats. Je ne comprends pas. Normalement, nous, on n'a que la partie certificat, celle-là. Vous voyez, certificat, ici en bas, vous avez les attribués. Donc ici, l'IMAP POP IIS, c'est ce certificat Exchange qui est qui est positionné sur ces certificats-là pour donner de l'IMAP S, du HTTPS. Donc c'est ce certificat-là qui est positionné. La fédération, ça, ce certificat-là, il est très important pour la partie 365 en mode hybridation. Si ce certificat ne marche pas, vous n'avez pas votre calendrier qui redescend ou qui communique avec Exchange. Et ce certificat-là, ok, ça c'est le certif normal. Et ce certif d'authentification aussi, il doit fonctionner. Donc, on a fait le tour de toutes les fonctionnalités d'Echange. On verra les fonctionnalités importantes. Alors, pour la partie création des boîtes et tout ça, évidemment, on ne fait pas ça à la main, un après l'autre. On va envoyer des scripts. Et ça sera un prochain TP que on va voir comment on peut envoyer des créations de boîtes utilisateurs directement à travers des scripts. Là, sur mon serveur Exchange, on a deux composants qui se sont installés. Exchange Management Shell qui nous permet d'avoir toutes les commandes Exchange ici. On est connecté à ce serveur-là. Et on a l'Echange Toolbox qui nous permet ici de vérifier les files d'attente. Voilà, là il n'y a rien, il n'y a rien comme message qui attend. Incroyable, on est presque prêt. Donc ici, si on fait maintenant, cette fois-ci, on va pas l'ECP, mais on va au WA. Là, on est connecté, on s'envoie un mail. Je sais même plus sur quel utilisateur je suis. Voilà, on a le contact externe, on a l'IA. Oh, elle a sa tête. C'est incroyable. J'ai rien mis du tout, elle a sa tête qui est apparue. Microsoft, ça, il nous traque. Donc j'ai un petit bug dans la boîte d'envoi. J'arrive pas à faire partir les mails.
J'ai fait le diag, on a créé le serveur Exchange. Il nous faut forcément un connecteur d'envoi pour que l'envoi puisse partir. Donc ici, c'est un connecteur, on peut le faire manuellement. Donc connecteur vers Internet ou là, MX, il va prendre tous les mails en étendue étoile et directement, on passe par ce connecteur-là pour envoyer des mails. Ici, on pourrait mettre notre mail.lia.local. OK. À partir d'ici, on avait encore un autre problème, c'est que sur le serveur mail ici au niveau de la partie path réseau, j'avais curieusement, on ne sait pas pourquoi, j'avais la deuxième IP Google ici et les mails ne passaient pas. Il fallait supprimer le hôte DNS. À partir de là, les mails sont tous partis et on a la commande test-mailflow qui valide finalement le succès du mail. Voilà, on est bon, nos mails circulent, on n'a plus de soucis. Donc notre serveur Exchange est opérationnel.